savez que René Potier, c'est mon héros, c'est mon mentor. Hein, je l'ai déjà dit. Alors, René a une expression pour ça. C'est du contenu gratuit. Des fois, je me casse la tête pour notre petit sujet phoné là, d'avant le thème. Mais là, aujourd'hui, c'est du contenu gratuit. Parce qu'on est dans notre nouveau garde-robe. Comment vous trouvez ça? En expression de hockey, on dirait c'est 2 points qui traînent à terre. Juste se pencher pour les Se ramasser. pencher pour les ramasser. Ah, tu vois, j'ai jamais... Pourtant, ça fait 5 ans que j'anime un balado d'hockey. C'est la première fois que j'entends T'as ça. jamais lu ça dans aucun 2 points qui traînent à terre. grand quotidien d'Amérique? Non, mais je ne peux pas dire que OK. ça m'est... Ben écoute, on est à C'est ça. l'étroit, mais confortable. Oui. Alors, le garde-robe, c'est vrai que Martin, t'es proche. Là. Je te regarde, là, puis... On est tous Peux-tu proches. être moins... Non. Reste comme ça. Non, mais c'est ça. C'est enregistré dans le garde-robe. D'ailleurs... La penderie. Le plus triste, c'est que le monte-charge ne peut pas entrer ici. C'est pour ça qu'on a... Ah! Et voilà. C'était ça la surprise. C'était ça. C'est Jacques-Alexis qui nous avait promis une surprise. Bien joué, mon vieux. Non, le monte-charge va rester. Rassurez-vous. Mais au moins, Rassurez-vous, il va on être a là. nommé la penderie en son honneur. Oui, on cherche pense. le nom. Non, mais j'allais dire, c'est ça. Si vous avez des suggestions pour le nom du studio, on les prend. On les prend. Parce qu'à date, c'était la penderie Daniel Harvey. On pense que c'est le nom de l'opérateur du livre. Bon, c'est comme ça qu'on l'a. C'est comme le soldat Baptisé. inconnu, c'est pas Ouais, grave. c'est son- ça. C'est ça. Dont le travail consiste à bouger des chaises. C'est ce qu'on a compris. C'est ça qu'il faisait? Ben, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, là. Mais enfin. Alors, rassurez-vous, il sera là. Il sera là. Bon, sinon, j'ai remis Twitter sur mon téléphone. Ah oui, genre hein? 2 heures après l'enregistrement du balado la semaine passée. Fait que ça n'a même pas rapport avec les changements qu'il y a eu. C'est pour vous illustrer mon niveau de persévérance. quand j'ai des croyances, des convictions, Ça dure 2 bonnes heures. ça dure 2 bonnes heures. C'est bon. Je m'ennuyais. Non, mais c'est du bon contenu, n'empêche. Donc, c'est ça. OK. Un petit mercredi. Non, Alex? non, mais j'essaie de vous... Nous vous allumer. motiver, de vous motiver. Mais je comprends. Moi, je suis un gros fan J'aimerais savoir la citation exacte, mais vous avez vu Wayne's World, Martin? Des bouts. Des bouts. Il y a comme quand ils essaient quand ils sont dans le nouveau studio, Garth, il dit ouais, ben c'est comme un nouveau slip. Hein, au début, on est un peu. Là, je paraphrase. Un peu à là. l'étroit. On est un peu à l'étroit. Ouais. Et après quelques temps, ça devient une partie de vous-même. Donc, c'est ça. C'est ça aujourd'hui, le studio. C'est un slip. Aujourd'hui, voir Toronto et mourir. Je suis un peu en panne d'inspiration. Je ne sais plus quoi faire avec les Maple Leafs. Philippe Dano est donc ben bon. Et la première ronde achève. C'est tellement hockey, épisode 234. Avec notre chroniqueur principal au service des sports, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Et notre journaliste affecté aux affaires du hockey, Coucou. M. Alexandre Gascon. Salut Alex. Hello. Je m'appelle Alexandre Coupal. Il était une fois la Coupe Stanley, aux éditions Tellement Hockey, chapitre 1, la première ronde. Un continent, 2 pays, 4 fuseaux horaires, 16 villes, non, 15 villes, parce qu'il y en a 2 à New York. 4 rondes, une seule. Les séries éliminatoires. Coupe Stanley. Objectif Coupe Stanley 2023. Et oui. T'as fait théâtre, toi, hein? Peux-tu croire que j'ai été refusé à l'école d'interprétation C'est dur à croire. au cégep de Saint-Hyacinthe? Moi dur à aussi, croire. je peux pas. C'est le moment préféré de la saison de Jacques-Alexis Bernardin qui nous a mitonné ce petit montage. Merci, mon vieux. Merci. Il refusait n'importe qui à cette école-là. T'es contingenté. Bon, commençons avec ça. Maple Leafs, Lightning de Tampa Bay. Oui. Genre, moi, je les ai nommés. Qu'est-ce que t'en Je m'en penses? vais. Qu'est-ce que t'en Je m'en vais. penses de ça, toi? Ouais, ben, c'est ça, je suis en panne d'inspiration. Honnêtement, écoute, c'est la réflexion que je me faisais en regardant, je me rappelle plus lequel des deux derniers matchs, mais une chance que... il était temps qu'ils aillent chercher Ryan O'Reilly. Est-ce que... Non, mais je veux dire, c'est niaiseux, là, mais... Un bon point. C'est niaiseux, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est un leurre? Est-ce qu'effectivement, Ryan O'Reilly, ou enfin, pas juste lui, là, mais ce qui semble se passer avec cette équipe-là, est-ce qu'il se passe de quoi ou c'est comme d'habitude? Parce que c'est normal qu'ils mènent 3-1. C'est normal. C'est à partir de ce C'est- moment-là que ça c'est devient ça, intéressant, exact, habituellement. exact, Mais
Honnêtement, le pointage de la série ou l'écart entre les deux parties, le fait que les Maple Leafs mènent 3-1 dans cette série-là, ça ne reflète pas ce qui s'est passé sur la patinoire. Le Lightning a été supérieur aux Maple Leafs dans 3 matchs. Le Lightning a laissé filer des avances dans les 2 dernières rencontres, ce qui n'était pas dans les habitudes de la maison au cours des dernières années. Moi, je pense que cette série-là s'est jouée beaucoup dans le premier match quand Erik Cernak a été blessé par Michael Bunting. C'est incroyable le nombre de buts qui ont été marqués au cours des 2 dernières rencontres à Tampa Bay. Des déviations, des gars postés près du filet là, pour récupérer des retours ou des tirs dans la circulation. Et dans des situations de fin de match, des situations cruciales. Alors, des situations où Erik Cernak serait impliqué. Il aurait été sur la patinoire et le désavantage numérique du Lightning est complètement en train de tomber en lambeaux. Là. Les Maple Leafs fonctionnent à 35 %. Cernak, c'est le défenseur le plus utilisé du Lightning de Tampa Bay en désavantage numérique. Et encore là, des buts marqués à proximité du filet, tu te dis, bon, Cernak aurait probablement été sur la patinoire. Alors, c'est une drôle de série. Habituellement, tu ne reposes pas sur du solide là, quand tu es obligé de faire des remontées dans les dernières minutes d'un match pour remporter. Mais là, les Maple Leafs sont bien placés, mais j'ai l'impression que la catastrophe les guette quand même, parce qu'il suffit que les Maple Leafs perdent le prochain match, le match de mercredi soir à Toronto, pour que là, soient obligés de retourner à Tampa Bay pour en jouer un autre. C'est pas facile, facile de gagner à Tampa. Et s'ils perdent là, le 7e match, et là, tout le monde va leur rappeler leur passé d'avoir... ça va être bon. Et là, c'est ça. Le mélodrame va se construire de lui-même. Alors, ils sont mieux d'avoir l'instinct du tueur pour terminer ça. Ce qu'ils ont. Ce que l'histoire nous a démontré, c'est que s'ils ont quelque chose, c'est bien ça, l'instinct du tueur. C'est 9 matchs où ils pouvaient éliminer... Oui, c'est ça, je vais vous expliquer ça, mais oui, effectivement... Explique-nous ça, on t'écoute. Non, mais je suis d'accord avec toi que la catastrophe guette, mais j'ai l'impression qu'elle va guetter probablement au prochain tour, parce que le Lightning devrait mener 3-1 cette série-là. Martin l'a dit, là. Ils ont dominé, en tout cas, ils ont été meilleurs. Ils ont mieux joué. Ils ont mieux joué. Ils ont été meilleurs que les Maple Leafs dans les 2 matchs à Tampa Bay. Ils avaient des avances, ils auraient dû les conserver. Un peu de malchance là-dedans aussi, mais malgré toutes les absences, toutes les blessures, tous les départs, tous ces handicaps-là, Vasilevski qui est correct, mais qui n'est pas aussi dominant qu'il l'a déjà été. Malgré ça, il y avait Toronto dans les câbles plus souvent qu'autrement, en tout cas dans ces 2 matchs-là. Alors, c'est comme si tout ce qui, normalement, allait mal pour les Leafs, jouait mieux, mais n'arrivait pas à gagner. Mais c'est comme si c'était exactement l'inverse qui se produisait en ce moment. Je pense que, forcément, là, à 3-1, le Lightning est dans le trouble, surtout, justement, avec les chevaux qui manquent. Quand vous regardez ça, là, vous reculez de quelques années. À chaque année, depuis leur première conquête de la Coupe Stanley, le Lightning a été obligé d'épurer un peu sa formation, son alignement, en laissant aller des joueurs à cause de la rigidité du plafond salarial. Puis, oui, ils ont réussi à colmater les brèches le plus possible, mais il y a des limites à ça. Puis on dirait qu'on vient peut-être de les rencontrer, entre autres en raison de cette blessure à Cernak. Edman qui joue probablement à mocher aussi. Rappelons-nous qu'on a perdu Ryan McDonough qui jouait 22-23 minutes par match en série. C'est un paquet de soustractions alors que les Maple Leafs ont fait des additions. Palat et puis là, Gourde, Gaudreau, Coleman, ça fait un petit peu plus longtemps, mais quand même, à chaque fois, ils en perdent. Puis de réussir à se maintenir en vie et même de dominer la Ligue nationale, c'est déjà en soi un exploit. Là, c'est comme s'il manquait un peu de magie, même s'il devrait au moins être à 2-2, peut-être même mener la série. Comme si soudainement, les astres étaient alignés pour Toronto. Mais c'est vrai que c'est là que ça commence à être intéressant parce que la fameuse 4e victoire, les Leafs n'ont pas décroché depuis 2004 en séries éliminatoires. Puis avec ce groupe-là, donc depuis l'arrivée de Matthews en 2016-2017, ils ont eu 9 occasions, 9 matchs dans lesquels ils auraient pu éliminer un adversaire. Forcément, ils ne l'ont jamais fait. Parce qu'on vient de le dire, là, qu'ils n'ont pas passé le premier tour depuis 19 ans. C'est logique. Mais c'est aussi la teneur de leur gros canon qui est inquiétante. Mitch Marner, dans ces 9 matchs-là, a 3 passes, un différentiel de -5. Matthews, 2 buts, 3 passes. En 9 matchs, c'est quand même loin de ses standards. Il était à 1 point aux 2 matchs. En série?
En série. Non, mais là, il est assez. Non, je comprends, mais je dans veux ces dire, matchs-là. 5 points en 9 matchs dans un match ultime, c'est pas mauvais. Là. C'est pas comme. On ne peut pas dire qu'il dort au gaz. Écoute, selon ses standards, 2 buts en 9 matchs, c'est bien en deçà. Puis 5 points en 9 matchs aussi. Là. Okay. C'est un jeune homme d'un point par match. J'essaie de le défendre. Il faudrait qu'il y en ait une moins dizaine. 5, moins 4, moins 2. C'est surtout ça. Oui, c'est ça, moins 4 aussi. Nylander, 8 points quand même, un but, 7 passes, moins 2. Nylander a été le meilleur dans ces matchs-là. Dans le noyau des livres, ça a été le meilleur dans les situations de pression. Je suis d'accord avec toi. Et ça a été le meilleur dans la série contre le Canadien aussi, je pense. C'est le moins bien payé. De la gang. Si je te dis. Et John Tavares, 3 buts en 5 matchs. Lui, en a manqué plusieurs, dont les 3 contre le Canadien. Alors, viendront-ils à bout de ce géant au pied d'argile? Ouais. Parce que c'est toi qui avais chroniqué dans le temps, je pense, sur le Canadien. Tu disais que la maison maison était sur le point de s'effondrer. Là. Oui. Puis c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé, Bien. donc? Ah oui. Précis, Martin. Mais oui, c'est vrai que c'était comme une espèce de géant au pied d'argile. Lightning est dans une autre catégorie quand même parce qu'ils ont plusieurs joueurs presque générationnels. Mm-hmm. Mais néanmoins, on sent que les beaux jours sont peut-être un petit peu plus derrière. Là. Ils vont être encore bons, mais probablement plus aussi dominants qu'ils l'ont été. Oui, mais on verra la semaine prochaine aussi, là, parce que... On verra, ils peuvent encore revenir. Non, mais il faut le faire. Tu sais, Martin, tu disais... ils mènent 3-1, puis genre... S'ils perdent le prochain match, ça regarde mal. Ça va débouler. Il faut le faire. Là. Non, mais il y a des histoires comme ça. Tu sais, je me rappelle, quand j'ai fait la biographie de Daniel Brière, il me racontait la série en 2010 entre les Flyers et les Bruins. Et les Flyers tiraient de l'arrière 0-3 contre les Bruins. Et il me racontait qu'après la 3e défaite, les joueurs des Flyers étaient dans l'antichambre de leur vestiaire et ils disaient... Ah non, il n'y a pas de problème, là, parce qu'on va gagner le prochain match. Après ça, on va là-bas, on les bat sur leur patinoire, on revient, on fait 3-3, il va y avoir un 7e match. Il n'y avait aucun doute dans leur esprit. Des fois, tu as des équipes qui sont dans un état d'esprit où ils disent on a perdu 3 matchs, mais c'est pas vrai, on joue pas plus mal que l'adversaire, puis on est capable de contrôler notre destinée quand même. Et Daniel avait vécu ça aussi quand il a joué à Montréal. Où le Canadien tirait de l'arrière 2-3 contre les Bruins. Et les gars dans l'avion, en revenant, disaient non, il n'y a aucun problème. Là, on est en contrôle, on gagne le prochain match, on va les battre à Boston. Puis ils disaient, j'écoutais parler les vétérans du Canadien, et puis, voyons, ils sont craqués. Là, c'est pas, on est en difficulté. Puis les gars disaient non, tout est beau, on est en contrôle. Alors, c'est quoi l'état d'esprit chez le Lightning présentement? C'est ça qu'on ignore. Est-ce que c'est une équipe qui est fatiguée par l'usure, la fatigue mentale des dernières années, ou est-ce que c'est une équipe qui est encore qui se dit non, on a de contrôler, on a mieux joué dans 3 matchs sur 4, puis on continue, puis on lâche pas, puis à l'usure, on va les avoir. Alors ça va être intéressant de voir, mais malgré toutes les avaries qu'ils ont subies, les joueurs du Lightning... Moi, je les ai trouvés impressionnants. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils compétitionnent comme ça dans cette série. Et surtout que ça n'a pas été une fin de saison heureuse. À Tampa Bay, ça même que c'était dans la balance du négatif là, avant que la série commence. Puis, c'est ça n'a pas paru là, depuis le début de la série. Juste un mot sur Vasilevski. C'est juste que en ce moment... Parce que je le prends pas. Je le prends pas, ce que tu as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que là, Carey est parti, fait que c'est Vasilevski, mon nouveau goaler. Ouais. Je le prends pas. Mais il est moins l'espèce... Il est moins quoi? L'espèce de super-héros qui était dans les 3 derniers parcours, tu sais, puis plus humain, puis c'est normal, mais ça fait mal au Lightning parce que dans le contexte qu'on vient d'expliquer, avec... tous ces trous-là, à gauche et à droite, il y aurait d'autant plus besoin d'avoir un gardien au sommet de son art. Pas été mauvais, mais même si tu regardes les statistiques avancées, Natural Stat Trick disait qu'il a donné 3 buts et demi de plus que ce que Stat Trick. Est-ce qu'ils ont déjà gaulé en série? Je peux-tu finir ce que j'ai à dire avant que tu t'offusques? Il a donné 3 buts et demi de plus que ce que le gardien moyen aurait fait. Qui est le gardien moyen? C'est peut-être, je sais pas, Daniel Harvey. Appelons-le Daniel Harvey. Mais... c'est le gars du livre. Alors que dans ses 3 derniers parcours éliminatoires, il avait sauvé près d'une 20aine de buts supplémentaires, ce qui est énorme. Là, c'est immense. Alors, c'est pas de sa faute. C'est pas lui le responsable. Tu peux continuer à l'aimer. C'est correct. Mais il n'est pas aussi dominant comme la vieille jument, dans le fond. C'est quoi déjà la vieille jument? Pas ce qu'elle a déjà été. C'est ça. Ouais. C'est ça.
Martin, tu ne veux pas défendre l'honneur d'Andrei Vasilevski? Ben écoute, moi, je le trouve. Il n'est pas aussi extraordinaire qu'il était, mais il y a des circonstances atténuantes. Il y a énormément de buts qui ont été marqués contre lui, des déviations contre lesquelles un gardien ne peut rien faire. Là, dans le dernier match, les buts de Acciari, Matthews, un de ses 2 buts, Riley, un tir et Kerfoot. Kerfoot, c'est des déviations. C'est des déviations. Là. Qu'est-ce que le gars peut rien faire. Arrête-les. Arrête-les, les déviations. C'est pour ça que je parlais de la présence de Chernak tantôt. C'est important que le défenseur... les défenseurs n'ont plus le droit de distribuer des doubles échecs à grands coups de Sherwood là, comme auparavant, mais ça, c'est dommage. C'est une guerre de positionnement maintenant. Il faut que tu sois capable d'être positionné pour éliminer le bâton de l'adversaire, pour qu'il ne soit pas capable de dévier les rondelles, pour pas qu'il soit bien placé avantageusement pour récupérer les retours. Et là, ils ont perdu beaucoup de cette présence-là et c'est très... Je ne sais pas si vous regardez jouer Radish et que... voyons, c'est qui l'autre défenseur qui a de la difficulté? Il y a Bogosian. C'est le Bogosian, Perbix, Fleury. Perbix n'est pas si mauvais que ça. C'est Cole et Radish qui ont de la difficulté. Ouais. Alors... Il y a ces circonstances-là. Et dans le match de samedi, la même chose. Là, il y avait un but de Matthews, le but égalisateur de O'Reilly à 1 minute de la fin. Il était sur la Ça, c'est le genre de but qui aurait arrêté, je pense, avant. Sur le retour? Oui, parce qu'il est devant. Il est devant, mais il donne un petit trou, puis je sais là, que c'est injuste, mais il me semble que c'est exactement dans ces moments-là où il faisait la différence. Puis le but gagnant en prolongation samedi, un tir voilé à travers la circulation. Alors, il y a des circonstances. Il faut que tu l'aides à être bon, ton gardien. Et je me rappelle... Martin Brodeur, lorsqu'il était chez les Devils du New Jersey, changement d'entraîneur à un moment donné, Claude Julien arrive là comme entraîneur, puis il change un peu le système défensif. Puis c'était la même bonne équipe défensive avec positionnement différent. Puis là, Martin Brodeur s'est mis à recevoir des tirs d'endroits où il n'y avait pas l'habitude d'en recevoir, puis c'était des 4-5 buts par match. Mais Julien s'est fait foutre à la porte aussi avant le début des séries éliminatoires. Et là, les joueurs ont été voir Claude Julien. Ils ont dit non, c'est pas comme ça qu'on joue, nous autres. On veut revenir à notre ancienne recette. Mais là, c'est pas une question d'ajustement, c'est une question je pense, d'efficacité du personnel autour. Et j'ai été... hier, on discutait de ça à BPM Sport. Je ne sais pas si vous avez entendu. Non, j'écoute jamais ça, moi. Je ne sais pas si vous avez entendu Derek Lalonde. C'est ça, c'est du Bon. Vas-y. Non, vas-y. Ben, c'est ça. Derek chicanez-vous pas. C'est pour ça que je levais la main. Derek Lalonde, qui est entraîneur des Red Wings de Détroit, qui était auparavant adjoint chez le Lightning, a dit en ondes, entre 2 périodes, lors du dernier match, que le Lightning avait statistiquement établi que Vasilevski était un des gardiens les moins performants de la Ligue nationale pour traquer des rondelles. C'est ça, pour repérer les rondelles qui proviennent de la ligne bleue. Et qu'ils avaient ajusté au complet leur système défensif pour colmater pour qu'il y ait le moins de rondelles possible qui proviennent de la pointe. Et ça revient au paquet de déviations dont on parlait tantôt. Il y a les Maple Leafs de loin, systématiquement dirigent des rondelles de loin et ne misent pas sur le lancer frappé, le canon. Là. C'est vraiment juste de tirer des rondelles dans le trafic. Puis la question a été posée à Sheldon Keefe hier. Justement, Lalonde a dit ça. Est-ce que c'est une faille que vous avez voulu exploiter? Il dit, écoutez... on est au courant. Aujourd'hui, en pesant sur Sheldon, il dit, répète-moi ça. Attends, je prends des notes. Avec son calepin. Ah ouais, quoi? Attends. Ça, Vasilevski, c'est le gardien adverse. C'est ça, c'est lui, là. Ouais. Il dit, aujourd'hui, on pèse sur 2-3 boutons, puis on a accès à tout ça, là. Ça va, tu sais. Merci de l'info. Attends un peu, de la ligne bleue. Quelle ligne bleue? La leur ou la nôtre? Mais... C'était franchement intéressant. Donc oui, c'est clairement une faille qu'on voulait exploiter. Comme hier, c'était évident que les joueurs, comment on les appelle, des Kings de Los Angeles, comme on dit, hein? On dit ça des fois, les joueurs des Kings, qui essayaient toujours d'aller high glove sur... on a aidé, moi je parle. Au-dessus du gant sur Stuart Skinner, visiblement le rapport du dépistage.
pointait dans cette direction-là. Mais ça, je trouve ça fascinant. Ça, c'est un exemple vraiment patent de l'utilisation des statistiques avancées. Ouais. C'est le genre d'information auquel tu n'avais pas accès auparavant quand tu avais juste des recruteurs qui allaient voir les matchs parce que le gars n'a pas une vision complète de la Ligue. Tu ne peux pas comparer les 32 gardiens avec des observations éparses comme ça durant la saison. Et les équipes de la Ligue nationale poussent énormément là-dedans. J'ai hâte de voir si ça va finir par changer le jeu comme ça a fait au baseball. Mais je sais que durant les camps d'entraînement au baseball, la direction du Lightning s'est réunie avec la direction des Yankees de New York. Avec leur département d'analytics, de stats avancés. De statistiques avancées respectifs, puis des deux côtés de la table, puis ils échangeaient au sujet des meilleures pratiques. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Comment vous fonctionnez, tout ça. Et les liens d'amitié étaient entre les membres du personnel. Les nerds. On va les dire, les nerds. C'est ça, exactement. C'est sûr que tout le monde écœurait au secondaire, mais ceux qui aujourd'hui sont millionnaires. Mais c'est le genre, parce que tu regardes, là, l'argument des gens qui sont contre l'utilisation des statistiques avancées, c'est toujours c'est un jeu continu. Là, tu ne peux pas prévoir statistiquement isoler les séquences comme au baseball, mais cet exemple-là, on est capable de dire Vasilevski, quand on joue contre lui, il faut diriger le plus de rondelles possible qui viennent de loin puis essayer de travailler avec ça. Austin Matthews, là, durant la saison, on ne l'a pas vu tant que ça, là, posté sur la peinture bleue près du gardien pour essayer de dévier des rondelles. Là, il fait ça. Il fait ça beaucoup dans cette série-là. Alors, c'est intéressant. Je pense que tu vas toujours pouvoir en saupoudrer des stats avancées au hockey, mais ça ne pourra jamais prendre la même importance ou complètement le contrôle comme ça a été le cas au baseball. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est parce que Alex fait des petites c'est pour illustrer le saupoudrage. J'avais dit qu'on continuerait de faire un show audio, mais j'ai menti. Est-ce qu'on sait si Cernak va revenir un jour? Est-ce que pour l'instant, on ne sait pas. Puis on ne sait pas non plus si Bunting va revenir parce que, encore une fois, j'écoutais Keefe hier. Là, sa suspension est terminée. Il serait admissible à revenir au jeu dans le 5e match. Puis Keefe a dit Matthew Knies ne sortira pas de la formation. Ça, il l'a dit clairement. Il a gagné sa place. Il pourrait l'envoyer sur un 4e trio, là, prendre la place de Aston Reese, mettons, ou Sam Lafferty, je ne sais pas. Mais ça n'aurait aucun bon sens de dire à un gars qui jouait au sein de ton premier trio, non, on ne veut pas te revoir, tu reviens de ta suspension, on ne veut pas, ça va bien comme ça. Oui, mais il jouait au sein du premier trio un peu par défaut. Tu peux y trouver une place sur un autre trio. Il y a des gars qui jouent 7 minutes, 8 minutes. Mais j'ai hâte de voir, parce que je suis plutôt en accord avec toi, mais j'écoutais le point de presse de Keefe hier, puis je me disais, c'est peut-être juste un petit message qu'il veut y lancer, du genre, regarde, on va tenir des discussions, on va avoir la réflexion, on va y penser, puis on va te tenir au courant, comme si son geste tellement stupide. J'ai interprété ça comme ça. C'est un peu comme ça que j'ai Ils sont déjà passés par là avec Nazem Kadri, les Maple Leafs. Ils ne pouvaient pas se passer de Kadri à l'époque comme ils ont l'air de pouvoir se passer de mais ils savent à quel point un gars comme ça peut faire dérailler. C'est ça, c'est dangereux. Si tu n'es pas concentré sur... comme ils disent en langage hockey, si t'es pas sur la tâche, sur la business, si t'es pas business... Soit dans les tranches. Ça marche pas. Bon, avant d'aller dans l'Ouest, autre chose à dire sur les séries dans l'Est. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, je pourrais parader en cabotin là, avec mes prédictions audacieuses, que les Islanders et les Panthers seraient éliminés. Mais non, je survis. Puis, je ne sais pas si on l'a vu, mais quand on nous a fait on nous a posé quelques questions là, pour nos réseaux sociaux, il fallait... identifier un joueur là, qui ferait vibrer le Dustin Penner au mètre. D'ailleurs, Jack, il faut travailler là-dessus. Ouais, j'avais dit Pierre Engvall. Il a scoré un gros hier. Hein? Première étoile, Pierre Engvall! Il est gros! Mais enfin, je suis pas certain. Ça regarde mal, disons ça comme ça. Autant pour les Panthers que pour le Highlander. Oui, honnêtement, pour les Highlanders, on verra. Là, Horvat, Barzal et compagnie, le premier trio est assez absent, même si Matthew Barzal a compté hier. Mais je ne suis pas super rassuré par les Hurricanes non plus, là, je vais être honnête. Ah ouais? Oui, écoute, en partant, là, plus de Zvechnikov, plus de Teravainen, pas de Pacioretty, qui avait amené justement pour essayer de régler leurs problèmes. Ça lui fait mal, ça. C'est quand même Ils l'ont jamais eu. C'est quand même un trio. On l'a jamais eu. Non, mais ils sont allés le chercher pour ça. C'est quand même un trio élite, là. Juste ces trois gars-là. AO peut pas... ils n'ont pas fait d'acquisition. Ils n'ont pas fait d'acquisition à la date limite. Non, presque rien. Il y a Yessi Pouliou-Harvey, mais pour l'instant, ça ne paie pas. Ça ne paie pas, non. Il ne paie pas de mine, Yessi. Alors, non, c'est ça, je suis assez inquiet pour eux. On ne sait jamais. Si les Highlanders qui retournent
au UBS penses? Arena Ah à Long Island pour le prochain match, au 6e match. Si jamais ils étaient capables de le remporter, ils ont clairement le meilleur gardien. Ouais, c'était ça mon... Qui sait? Qui sait? Bon, d'accord. Mais c'est pas terminé de ce côté-là. Les Browns, ça devrait s'achever rapidement. Et puis, pour le reste, dans l'Est... New York, tu es-tu déjà allé à New York? Oui, je suis déjà allé, oui. C'est une belle Il paraît que c'est une belle place. Belle hein. place. Je suis déjà allé au MSG, comme on l'appelle. Martin, Alex savait pas que du MSG, c'est du glutamate monosodique. Il savait pas ça. Moi non plus. Les gars, bon sang! C'est de l'aréna pour moi. C'était un aréna. Non, c'était un aréna. Ah, oui. C'est un amphithéâtre. OK. Et sinon, on peut résumer ça Jack par Hughes. Akira Schmid, je pense. Ben oui. Aucun lien de parenté avec Shakira. C'est ce qu'on nous a dit, oui. C'est complet? Oui. C'est complet. Oui, OK. Ben, on se verra la semaine prochaine. Non. L'autre série qui nous passionne et qui a fait qu'on s'est couché tard hier, parce qu'on enregistre mercredi matin, c'est Philippe Danault contre Connor McDavid. Peux-tu croire qu'il y a un univers où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé Philippe Danault aller? Je ne veux pas insister là-dessus à chaque semaine, mais c'est ce que je fais, puis je vais continuer de le faire. À juste titre. Bon sang qui est bon. Mm-hmm. Hein? Oui, il est bon. C'est tout. Mais il perd 3-2. Ah, oui. Mais là, il est pas tout... c'est un sport d'équipe, Martin. Mais honnêtement, cette série-là, Ça aurait dû être fini. si les Oilers avaient été disciplinés dans les 3 premiers matchs de série, cette série-là aurait pu se terminer en 4 matchs. Ça serait déjà... les Oilers seraient en vacances, puis on n'en parlerait plus. Les Kings sont en vacances. Les Kings seraient en vacances, pardon, et on n'en parlerait plus. Et ça m'a beaucoup étonné de voir les Oilers jouer comme ça, avec un peu cette insouciance-là. Et à date, ce qui est impressionnant beaucoup, c'est la tenue de leur unité d'avantage numérique. Là, qui fonctionne à 57 Ça n'a pas d'allure. Ils sont arrivés en série avec la meilleure unité d'avantage numérique de l'histoire de la Ligue nationale. C'est quoi, c'était 32,4? On n'a pas parlé, mais ça aussi, le record du Canadien est tombé. C'était 31,9, 77-78. C'est une période exceptionnelle pour les avantages numériques à travers la Ligue nationale, mais quand même 32,4 en saison, c'est très, très difficile à tenir. C'est exceptionnel. En série, on a toujours l'habitude de voir l'équipe défensive, l'équipe adverse s'ajuster parce qu'à force d'avoir des répétitions contre la même unité d'avantage numérique, tu finis par colmater des brèches puis à limiter l'efficacité. Mais là, il fonctionne à 57 depuis et ça change complètement. À chaque fois, ça change l'allure des matchs, l'efficacité de l'avantage numérique des Oilers. Alors, ça va être difficile. Même si les Oilers n'ont pas été très, très bons à 5 contre 5 dans cette série-là, c'est trop difficile à contenir pour les Kings. Et c'est ça. Ça serait malgré ça, les Oilers sont passés à un cheveu d'être 1-3 dans cette série-là s'ils n'avaient pas fait la remontée spectaculaire dans le match de dimanche. Puis j'ai pas compris pourquoi Todd McLellan, l'entraîneur, a soustrait Philippe Danault de la couverture de Connor McDavid. C'est lui qui était attitré à cette tâche-là pendant les 3 premiers matchs. Ça s'est plutôt bien passé. McDavid avait aucun point. Son trio, aucun but à 5 contre 5 quand Danault était sur la glace. Et même durant ces 3 matchs-là, même contre d'autres adversaires et contre qui il avait très peu joué, mais quand même, il n'avait pas marqué de but. Et depuis, c'est Anze Kopitar que ce boulot-là et McDavid et sa gang en ont marqué 4. Je comprends pas. En 2 matchs. Je comprends pas qu'il répète cette erreur-là, McLellan, parce que l'année passée, dans la série opposant les 2 mêmes équipes, McDavid a été sur la patinoire pour 14 ou 17 buts à égalité numérique. Et Danault avait été sur la glace pour 2 de ces buts-là seulement. C'est ça. Et là, je me disais, cette année, ils vont y aller avec Danault à la vie à la mort. Tu t'en fous qu'il ne fasse pas de points. Si tu neutralises McDavid, c'est un gain. C'est un gain net, on s'entend. Ouais. Puis là, McDavid n'a aucun point en 5 matchs dans cette série-là à 5 contre 5 quand il affronte Philippe Danault. Et dans les 2 dernières rencontres, c'est surtout Anze Kopitar qui lui a été affecté. Dans le match numéro 4, donc dans cette remontée-là, le trio de McDavid, 3 buts à 5 contre 5, en ont donné aucun. Alors, je me suis dit, 5e match, ils vont revenir avec Danault. Non, hier encore... Tu connais rien, mais tu connais rien. Je connais rien. Savais, ouais. Hier encore, je n'avais pas 20 ans. Il faut toujours de la face, celle-là, quand je dis ça, excusez. Mais Kopitar. Ils ont... Kopitar. Faudrait que Derek Lalonde en parle dans une intervention à TV et que quelqu'un pose la question à Todd McLellan. Et là, McLellan pourrait faire ben oui, Philippe Danault, c'est à nous autres, ça. Ben, ouais. Ben lui, visiblement, il aurait besoin de le noter dans son calepin parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est
est-ce qu'il se dit l'unité d'Ano avec Arvidsson qui joue très bien depuis le début de la série, va stimuler un petit peu plus d'attaque si on les éloigne? Est-ce que c'est ça la réflexion derrière? Il y a sûrement une réflexion. Mais c'est sûr qu'il y en a une, sauf qu'à date, ça marche pas du tout. Et ce que Martin disait sur les Oilers à 5 contre 5, ils peuvent se sortir de cette série-là parce que les Kings sont quand même limités offensivement et tout, mais tu peux pas faire un long bout de chemin en série si tu reposes juste sur l'avantage numérique qui ne roulera pas à 57 % pendant 4 rondes, on s'entend. Donc, c'est ça. L'année dernière, à 5 contre 5, McDavid avait été dominant. Là. Il avait été sur la glace à 5 contre 5 pour 31 buts, contre 17 seulement pendant toutes les séries. Cette année, c'est 4-5. Malgré le fait qu'il s'est réveillé un peu contre Kopitar dans les 2 derniers matchs, là, les Kings ont marqué un but de plus à 5 contre 5 contre McDavid que les Oilers. Donc, c'est vraiment l'avantage numérique qui fait la différence. Bien, justement, il y a... Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça chaque année. Bien, d'abord, non. Il me semble que la plupart des buts, peu importe les séries, là, ça passe vraiment par l'avantage numérique. Là. Je sais que les unités spéciales, c'est d'une importance capitale en série, mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise impression? Est-ce que ça l'est davantage cette année? Je m'interroge à voix haute. Moi, j'ai l'impression que ça passe plus par le désavantage numérique que l'avantage numérique en série. Souvenez-vous, quand le Canadien s'est rendu en finale il y a 2 ans, c'était l'unité de désavantage numérique la plus performante des 20 ou 30 dernières années. Et on le voit ça passe par le jeu à 5 contre 5 en série parce que les arbitres décernent habituellement moins de pénalités. Plus les séries avancent, plus les arbitres sont tolérants. Donc, tu as moins d'occasions en avantage numérique. Quand tu en as, elles deviennent cruciales, mais il faut que tu sois surtout capable d'empêcher l'autre équipe de marquer. Il faut être capable de gagner 2-1. Et il y a une autre série qui se joue beaucoup là-dessus, qui surprend beaucoup de gens, c'est que entre Seattle et Colorado, il faut que tu sois bon. Je disais, il faut que tu sois bon à 5 contre 5. Qui est l'équipe qui a marqué le plus de buts à 5 contre 5 dans la Ligue nationale cette année? C'est le Kraken de Seattle. Ben voyons donc. Oui. Et ça n'existe même pas, cette équipe-là. Ils ont marqué plus de buts que les Bruins de Boston à 5 contre 5. Ils ont terminé avec le 2e meilleur différentiel de la Ligue, plus 48 à 5 contre 5, derrière Boston, qui était premier. Alors, et là, dans cette série-là, le Kraken est ultra discipliné. Et pas de pénalité. Ils ont eu 10 pénalités seulement depuis le début de la série. Et Colorado a marqué seulement une fois en avantage numérique. Donc, le désavantage numérique fonctionne à 90 % pour le Kraken. Alors, eux, ils jouent leur match. Ils sont à 5 contre 5 et ils sont capables de tenir à égalité les champions de la Coupe Stanley. Alors, c'est un bel exemple de l'importance du jeu à 5 contre 5. Et peut-être que l'unité d'avantage numérique des Oilers est tellement performante et extraordinaire que ça va devenir un facteur important dans ces séries-là, mais habituellement, il faut que tu sois capable de gagner les guerres de tranchées à 5 contre 5. Ben, parce que j'allais aller sur le sujet de l'arbitrage. Encore là, il me semble que c'est toujours la même chose. Il y a toujours... Moi, je n'ai pas vu, pas vu grand-chose. Il y a des erreurs qui se font, là, mais c'est pas plus, il me semble pas plus que d'habitude. Là. Non, il y a beaucoup de chialage. Là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui se plaignent. Ouais. J'ai été surpris de voir, mettons, les Leafs se plaindre aussi directement, surtout qu'on a refusé un but au Lightning de Tampa Bay qui était bon, là, qui aurait fait 4-2 à ce moment-là, puis qui aurait... Les Leafs ne l'auraient pas remporté, ce match-là. Là. On s'est plaint beaucoup après. Non, je pense pas que ce soit pire que d'habitude. Il y a beaucoup d'erreurs, puis il y a des approximations, puis tout le monde dit toujours que l'arbitrage est épouvantable dans la Ligue nationale, mais tous les fans de tous les sports professionnels disent la même affaire de tous leurs arbitres. C'est ça que je pense. Il y a juste la mise en échec ou la poussée de Morgan Riley sur Braden Point, avec laquelle j'ai comme de la misère à me faire une idée. Je me dis, c'était-tu un coup salaud? C'est parce que ça se fait à une telle vitesse que c'est dur à analyser. Il avait donné une punition majeure au début. Finalement, ils sont allés en révision, ils se sont rétractés. Mais c'est ça. Ce jeu-là, j'ai encore un petit peu de difficulté à me faire une tête. Là. C'est 2 joueurs qui arrivaient à pleine vitesse dans un coin de patinoire, qui pourchassaient la rondelle. Riley le pousse. Et habituellement, c'est ça, quand les joueurs arrivent, voient la bande arriver, il y a comme un freinage, un contrôlé qui se fait pour essayer de contrebalancer avec
la pression physique de l'adversaire. Là, et pendant que Point était vulnérable, Riley l'a projeté vraiment avec force, mais c'était... Mais quand tu le regardes... C'était pas une pénalité majeure. Mais c'était vraiment dangereux. C'est la bande. C'est la bande qui est de trop. Enlever la bande. Moi, je pensais qu'il se relèverait pas. Ça aurait pu. Puis au-delà de la gravité de la sanction qui va avec, c'est surtout comme de l'irrespect entre joueurs. Là, parce qu'il est à 2 mètres de la bande, puis c'est les pires situations possibles. Puis le moindrement que tu réfléchis, tu dis, regarde... je vais essayer de ne pas le pousser dans la bande. Pas qu'il tombe tête première dans la bande. OK, on fait un petit tour vite. Les Jets sont sur le... Oui, malheureusement. C'est une série qui aurait pu tourner autrement, mais regarde, il en est ainsi. Laurent Brossoit. Eux autres aussi sont maganés pas mal. Hellebuck est en deçà de ses standards. Ouais. Il a connu une saison extraordinaire, puis il a de la difficulté en série. Il a donné quelques mauvais buts. Les Jets ont perdu Morrissey. Ils ont perdu Josh Morrissey, Mark Scheifele dans le dernier match. Donc, ça fait beaucoup. C'est une équipe qui n'avait pas les ressources pour perdre quoi que ce soit. Donc, c'est malheureux. Puis ils auraient pu... arracher ce match-là quand ils ont fait leur remontée de 3 buts, perdaient 4-1, puis ont envoyé la rencontre en prolongation et tout. C'est une série qui pourrait facilement être égale. C'est dommage pour eux parce que là, je pense que les carottes sont cuites. D'accord. Puis tu as parlé du Kraken parce qu'on n'a pas d'amour pour la série Wild Stars. On n'en parlera jamais. Pourtant, je l'aime bien. On n'en parlera jamais. Bon, mais parle-en. Mais non, mais Martin en a parlé à fond la semaine dernière. J'ai parlé de Gustafsson. Du scandale. Est-ce que j'étais là, moi, d'une semaine à l'autre? Mais c'est parce que des fois, tu as des absences. Des fois? J'en ai une en ce moment. ça ne ferait pas. Puis, tu as parlé du Kraken, Martin, mais c'est ça. Est-ce qu'on les avait peut-être sous-estimés? C'est sûr que, c'est un gros contrat, là, le champion de la Coupe Stanley pour commencer. Ouais. Et l'Avalanche... L'Avalanche a été très moyen dans la première moitié de calendrier. Il y a eu des blessures. C'est toujours difficile après une conquête de la Coupe Stanley de repartir la machine, mais ils ont l'Avalanche est parmi les équipes qui ont le mieux terminé la dernière portion du calendrier à partir de la date limite des transactions. Moi, je donnais pas cher, honnêtement, de la peau du Kraken, mais c'est le fun. Ils sont pas pires. On les a peu vus aussi pour toutes ces raisons. Ouais, donc c'est quand même chouette. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. J'avais complètement oublié, merci Jack. On a demandé à nos suiveux. Mais c'est pas nos suiveux, hein, c'est les suiveux. Vous êtes des suiveux. C'est ça que je voulais vous dire. Je pense que vous êtes tous des suiveux. Tu les appelais les moutons, je pense. C'est ça. Vous n'avez pas de colonne. C'est une nouvelle tactique pour attirer une nouvelle clientèle. Ouais, les gens aiment ça, se faire dire des bêtises gratuites qui n'ont aucune signification, basées sur absolument rien. Non, les gens donc qui suivent les réseaux sociaux. Nos fidèles. Les gens de notre communauté. Oui, exact. Ouais, et la communauté élargie de Radio-Canada Sport. Sur Facebook et pas sur Twitter. On vous a demandé cette semaine. À la fin de la semaine, les Maple Leafs seront... Comme la porte est ouverte à quelques... alors, on a eu quelques réponses. Sur le book, Lise, sur le bord d'être éliminé. JF, en thérapie. Ça se peut. Marcel, encore là, j'espère bien. Il y a comme une empathie qui... On dirait que les gens, ils veulent les voir. Allez-y, petit gars. Puis justement, je me rappelle pas où, mais je lisais, c'est ça, quelqu'un qui s'étonnait de ça, que les fans du Canadien, ou enfin les gens du Québec, aient de l'empathie pour... mais je pense qu'il y a de la pitié. Il y a un élément de pitié aussi, non? Enfin. Guy dit, il est toujours en vie. Marie-Josée, en deuxième ronde, avec des points d'exclamation. Vainqueur. En conférence de presse, il y en a une bonne aussi. Chantal, éliminé. Jean-Simon seront fermentés, puis Alexis seront en week-end à la fin de la semaine. Les Maple Leafs seront c'est factuellement vrai. C'est ça. On se trompe pas. On a fait un petit sondage sur YouTube. Les choix de réponse étaient heureux, triste ou en match numéro 7. 52% des gens pensent que les Maple Leafs seront en match numéro 7 à la fin de la semaine. Moi, c'est ce que je pense. Intéressant. C'est ce que je pense aussi. 12% pensent qu'ils seront tristes et 37% pensent qu'ils seront heureux. Et sinon, sur le Gram... Une petite du Gram, Pierre qui dit « Comme a dit Jerry Boulet, toujours vivant. Vous m'avez monté. Ah. Non, Angela. Comme a dit Jerry Boulet, Angela. Non, toujours vivant. OK. J'ai ton nom Vous m'avez monté tatoué un beau grand bateau. tout autour
de mes lèvres. Vous savez, De bien belles vagues, bien grandes vagues, de bien grandes vagues. on prend quelques minutes, on se fait un petit millimélo avant de finir. Martin... C'est pas ça qu'on fait depuis le début. Ouais. C'était le gros mélimélo. OK. Là, on fait le petit mélimélo. Tu voulais parler de Gabriel Perraut, le fils de Gabe. Parce que Gabe, c'est c'est ça, Gabe. on dit Gabe. C'est Gabe qui joue... Terrible. Ouais. Gabe. Moi, je suis d'accord. Ben, Vinny, Danny, non, mais Gabe, sur les Marty. papiers, je ne sais pas si c'est les papiers officiels, mais il me semble Ouais, que ouais. sur les Mais c'est un documents... Américain. C'est ça. Donc, Gabriel, Gabe, joue pour le... Il est un Américain, joue... Né à Sherbrooke. Mais il a la Ouais, mais citoyenneté. il y a la- citoyenneté américaine. Ouais, ouais. Il joue pour le programme national de développement. Et donc, il a battu. On parlait des records tout à l'heure. Record pour le jeune Perrault. Mais ça vaut la peine d'être souligné. Jeune Perrault. Jeune Perrault, fils de Yannick. C'est ça. Deuxième fils, parce qu'il y a Jacob. Il y a aussi. 3 fils. Non, mais Ouais. je veux dire Oui. qu'il va être repêché. Alors, il y a Jacob qui a été C'est repêché fait pour en 2020 au premier tour. Je Ah pense ouais, que je me c'est souviens exactement ça par les Ducks d'Anaheim ouais. et qui depuis Qui, lui, avait vivote un peu dans la Ligue américaine. On Ouais. n'est pas satisfait à Anaheim. Lui avait choisi la voie du hockey junior Oui, il joue à canadien. Sarnia, si je ne m'abuse. C'est ça, dans la Ligue de l'Ontario. Oui, Sarnia. Et donc, Gabriel 2020, 27e au total. Gabriel Perrault a choisi, lui, de se joindre au programme national de développement américain. C'est un allié, un petit allié, et il a battu au cours des derniers jours le record de Austin Matthews, qui était de 117 points au cours d'une saison avec le programme national américain. Il est rendu à 129 points, si ma mémoire est bonne. Exact. Et son joueur de centre, Will Smith, Le prochain joueur du Canadien de Montréal. a aussi battu le record. Il est rendu à 122 points. 122, en 3 matchs de moins. Alors, et donc, c'est quand même, tu sais, si on regarde un peu sur la liste des records du programme de développement américain, Gabriel Perrault est meneur là, dans l'histoire pour le nombre de points en une saison. Derrière lui, Austin Matthews, Jack Hughes, Clayton Keller, Patrick Kane, Cole Caulfield, Phil Kessel, Matthew Tkachuk. Alors, il y a quand même Keller qui Mais une super belle saison. C'est un bon joueur, Keller. Et au niveau des buts marqués, il y a 6 joueurs dans l'histoire qui ont marqué 50 buts et plus au cours d'une saison. Je commence par Cole. au sommet, Cole Caulfield, 72 buts. Cole Esserman, cette saison. Iserman. C'est Iserman qui On prononce? prononce Iserman, oui. OK. Ça s'écrit juste pas pareil. OK. Alors, 68 buts. Austin Matthews, 55. Cole Caulfield, 54. Donc, il a fait 2 saisons de 50 buts et plus. Gabriel Perrault, 53. Patrick Kane, Phil Kessel à 52. Alors, il y a quand même des gros noms là aussi. Ouais. Et ce qui est particulier, c'est que Gabriel Perrault est classé au 10e rang des patineurs nord-américains pour le prochain repêchage. Will Smith est 3e, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est le 4e, en fait, du programme. Oui. Ils sont comme 4 mousquetaires à l'attaque, là, puis il est classé 4e sur ces 4 joueurs-là. Il y a Will Smith qui est classé 3e, Ryan Leonard qui est 5e, Oliver Moore 8e et Gabriel Perrault 10e. Cole Caulfield, si ma mémoire est bonne, il avait été le 5e ou 6e? Septième. Le 7e de son équipe Sur repêché. au 15e Ouais, rang, cette il était année-là, le ben 7e repêché. C'est ça, je le disais, donc il faut faire attention à ça. Et c'est ça. Moi, je me souviens, écoute, quand j'étais recruteur, d'avoir vu jouer Yannick Perrault dans les rangs midget 3. Le bonhomme. D'avoir vu le père jouer. Et Yannick Perrault était de petite taille. Ouais. Il avait l'air fragile un peu sur patin. Il avait les genoux un peu. Les recruteurs en langage de hockey disaient qu'il était knock-knee. Donc, il avait les genoux un peu vers l'intérieur. Et il disait, les recruteurs disaient, ce gars-là ne pourra jamais jouer dans la Ligue nationale. Ces gars-là ne sont pas capables de patiner au niveau de la Ligue nationale. Et Yannick Perrault a joué 14 ans ou 15 ans dans 859 matchs. Ouais. Il y a eu une très, très belle carrière. 247. Et écoute, tu le regardes jouer, Gabriel Perrault, il a un sens du hockey extraordinaire. Ouais. Là, il a une vision du jeu, et il y a des mains capables de marquer. Et c'est ça, quand tu arrives au repêchage, il faut que tu prévois aussi le développement. La maturité physique n'est pas la même pour tous les joueurs à cet âge-là. Et sans doute qu'il va prendre du coffre aussi, qui va se développer. Mais un gars avec un quotient intellectuel hockey de ce niveau-là, qui va chercher ce nombre de points-là, qui a cette créativité-là, il faut que tu fasses attention. Ouais. Prudence. Oui, il est peut-être classé trop loin. On en disait, c'est ça, quand Caulfield avait été choisi 7e
de son équipe. Il aurait peut-être dû... Si on il aurait refaisait... peut-être dû remonter. Je pense pas qu'Alex Turcotte serait choisi avant lui aujourd'hui, Oui. n'est-ce pas? Ou même... C'est beaucoup. Là. Ben, Moi, Zegras, c'est oui, l'année de mais- Zegras, ouais, c'est ça. Ben, Cam York ne serait pas choisi avant lui. Spencer Knight, probablement pas non plus. Boldy, peut-être. Mais en tout cas, visiblement, c'était toute une cuvée là, parce qu'il y avait Jack Hughes, Zegras, Boldy, Caulfield. Fait que c'était du monde. Là, mais... Ça, puis j'entends des gens dire « Ah, mais tu sais, il joue avec Will Smith. Ouais. Mais Mais il n'y a personne qui... Puis on dit la même chose de Caulfield. C'est ça. Il joue avec Exact. Jack Hughes. Ouais. Puis, mais écoute, il y a bien des gens qui le voient, dans certains cas, même pas sortir au premier tour. Moi, c'est ça qui me fascine. J'ai parlé à des dépisteurs et tout, puis peut-être même pas au premier tour, ou sinon en fin de premier tour, il y a quelque chose qui les fatigue visiblement. Je sais pas si c'est son gabarit. Tu sais, on le dit 5 pieds 11. Moi, pour l'avoir vu, je le nuancerais à 5 pieds 10, mettons. Mais il a encore l'air d'un enfant. Alors, ça rejoint un peu ce que Martin disait. Il ne gardera pas cette C'est charpente-là ça. toute sa vie. Puis Yannick Perrault n'était pas si grand que ça, mais il avait l'air costaud Oui, sur oui. la glace. Oui. Là, c'était tu sais, un peu comme Suzuki, là, un gars assez Avec un gros tronc. épais, comme disait Marc Bergevin. Il était Il est épais, Quelle est sa principale qualité? Hein? Il est épais. comme Sergachev. C'était Sergachev qui Oui, était épais. C'était hein? Sergachev Ouais, qui était c'est épais. ça. Perrault, il était épais. Alors peut-être que Gabe va épaissir. Tu sais, Sûrement. ça se peut. Mais je trouve ça fascinant qu'on le place quatrième. Et Will Smith, qui est vu très, très haut. Là, Moi, depuis la claque aux Oscars, là. c'est sûr que son étoile a pâli un peu, mais... Comme deuxième Bon carrière, manière de c'était quand même rondelle. très bon. Là. Oui, c'est quand même une bonne manière de rondelle. À son âge, d'être capable de... Il est très lié aux Canadiens de Montréal. Hein. Will Smith, Oui. dans les Tout le monde, coulisses, ouais. c'est ce qu'on entend. Ce serait du népotisme, encore une fois. Comment ça? Ben, c'est parce qu'il connaît... Il a un chalet, son père a un chalet. Son Mais père... ça- Exactement. Non, mais Kent Hughes le dirigeait, en fait, OK. avec les Boston Junior Eagles, Ah ouais. hockey mineur dans la région de Ouais. Boston. C'est un petit gars du Massachusetts. Est-ce que c'est M5 Sports qui le... Et Kent Hughes était son conseiller. Est-ce que c'est Parce que- Quartex? OK, c'est Ouais, ça. et il est resté dans la famille Quartex, mais avant qu'il fasse le saut, c'était Kent Hughes. On dit conseiller parce que ces jeunes joueurs-là amateurs n'ont pas le droit d'avoir d'agent Aux officiellement États-Unis. là. aux États-Unis, mais c'était son agent. Kent Hughes était son agent. Il est resté dans la famille Quartex. Il le connaît très bien, l'a dirigé, a joué avec ses fils. Ils allaient à la même école secondaire, Saint Sebastian's. Donc, a joué avec Jack et Riley Hughes. Kent donnait des lifts. Là, tu sais, il connaît. Il connaît le Il connaît, il sait il quelle- connaît le il sait quelle personnage. voiture Kent conduit. OK, il Ouais, connaît ouais. le char Ils se dans le connaissent parking. très, très bien. Et Will Smith m'a dit Hughes a été fondamental dans mon développement. On est encore en contact. C'est sûr que c'est différent maintenant C'est facile. qu'il est rendu DG, mais il prend des nouvelles. Tu sais. OK. Alors, c'est OK. ça. Fait que ça d'ailleurs, il y a Faites pas le saut. éventuellement un C'est reportage qui va. Et un texte et un Ah ouais, reportage t'es qui va être là-dessus. publié. Ah. Non, tout ça est fait. Je sais OK. juste pas quand est-ce qu'ils vont les. Ça fait longtemps que c'est fait. Et là, quand il va négocier son contrat avec le Canadien après avoir été repêché, là, Kent Hughes va négocier avec lui-même. Alors, il va traverser l'autre côté de la table, va dire paye-le, on veut des clauses de Bonnie. Puis il va revenir, il va dire voyons, on peut pas donner ça. Ouais. ça va être bon, ça. Ouais. Enfin, j'espère que si le Canadien gagne la loterie, ils ne repêcheront pas Will Smith. Non. Et le plus de chances qu'ils ont dans la position la plus probable est la 6e, bizarrement. Donc, ils ont en tout 68% des chances de repêcher soit 5 ou 6. Et ça se peut qu'ils soient plus disponibles rendus Will. là parce qu'apparemment qu'il y a Il des est équipes très- qui a tapé dans l'œil de bien du monde. Et là, il serait forcé de repêcher un joueur qu'il ne connaîtrait pas. Moins, peut-être. Je ne sais pas s'il va être à l'aise Mais, avec Il y ça. a peut-être un gars qui est identifié 3e ronde qui connaît bien pour se dire Ouais. on va prendre une chance. Ah, ils vont bien. Mais oui, on Ils fait vont des bien. blagues parce Ouais. qu'honnêtement, ça leur a plutôt servi. C'est juste pour les membres de la C'est ça. direction que le népotisme est important. C'est ça. Mais leur connexion leur ont plutôt servi. Tu sais, quand Kent Hughes est allé chercher Mike Matheson, Mhm. c'est son ancien client. Tu sais, il voyait là en lui un potentiel inexploité jusqu'à un certain point. ça qui puis, arrive, ça hein. s'est plutôt bien Ouais. passé. Donc, il y a aussi avantage. C'est normal là, aussi Ouais. d'aller chercher les gens que tu connais si tu crois en eux. À un moment donné, Philippe Le Cavalier va représenter la moitié des joueurs de l'équipe. Moi, il est rendu à comme 4, je pense. En terminant, un petit mot sur Pierre Allard. Martin, tu as chroniqué là-dessus. Puis moi aussi, c'est le genre de... Parce que c'est ce que tu nous disais tantôt, là, c'est le genre de sujet qui te fascine. Ouais. Puis je partage cette fascination. Quel âge a-t-il d'abord? Je ne vais pas te prendre... Début cinquantaine. Je ne vais pas faire pense. mon Alain Ouais. Gravel. Vous savez, j'ai travaillé avec Alain, que j'aime beaucoup, mais il y avait cette tendance
commences à me demander ça en ondes. Ouais, mais là, Federer, il a quel âge? Puis, tu sais, Tu savais pas ça ça. va par cœur. C'est un 81. Ouais, mais ça, toi, tu le sais par cœur. 8 mais ou Moi, je savais 81. pas par cœur. Mais il y a quel âge, alors, à peu Il près? est en début cinquantaine. OK. 50 ans. Ouais. Et écoute, j'ai écrit une chronique sur lui parce que Pierre Allard, c'est un personnage fascinant. Et son nom était en sourdine un peu dans plusieurs conversations qu'on a eues C'est vrai. cette saison. C'est l'ancien directeur de la science du sport et de la performance chez le Canadien. Et après la finale de la Coupe Stanley, il était une référence dans la Ligue nationale. Il était devenu, il avait un statut enviable là, dans son milieu pour la préparation physique des joueurs. C'est un gars qui était très innovateur, qui faisait des recherches conjointes avec l'Université de Montréal. Il a été un des premiers dans la Ligue nationale à utiliser les accéléromètres sur l'équipement des joueurs durant les séances d'entraînement pour amasser des données et essayer de filtrer ça et tout ça. Et donc, pour la préparation physique des joueurs et pour l'accompagnement de retour au jeu après les blessures, il avait développé une grande expertise. Son équipe avait développé une grande expertise. Et après la finale de 2021, il a décidé de quitter le Canadien parce qu'il a décidé de devenir entraîneur. Il a dit, moi, j'ai passé ma vie dans le monde du hockey, puis je pense que je peux devenir un bon entraîneur. Et c'est un gars qui a joué au hockey junior majeur et professionnel en Europe, a fait ses études en kinésiologie. Je pense qu'il a même fait des études doctorales. Il a fait de la recherche. Et, Mais je pense qu'il est étudiant encore au doctorat où il finit. Ouais, il est en train de finir. Là, ouais. Il est en fin de session. Et donc, tu sais, il y a son expérience professionnelle aussi avec le Canadien. Ça fait que dans un rôle d'entraîneur, il y a très peu d'entraîneurs qui ont une compréhension aussi complète du fonctionnement de l'athlète là, et de la gestion qu'on doit faire des athlètes, etc. Et il s'est joint au Red Bull de Munich la saison dernière comme entraîneur adjoint. Il travaille avec Don Jackson, qui est un ancien joueur des Oilers, un ancien entraîneur adjoint des Nordiques. Et l'an dernier, le Red Bull s'est rendu en finale de la DEL, de la première division allemande. Cette année, ils viennent de remporter le titre, le championnat. Et ça, je voulais juste souligner ça, que c'est un gars qui a du succès, qui est en train de se préparer de façon très cérébrale à devenir entraîneur en chef. Il se donne une autre saison l'année prochaine à Munich comme entraîneur adjoint. Et là, l'année prochaine à Munich, ce sera leur dernière saison dans leurs vieilles installations olympiques. Là. Ils ont un amphithéâtre d'à peu près 5000 places dans des anciennes installations olympiques. Ils vont avoir un amphithéâtre tout neuf. Ils vont avoir une académie de hockey qui va être... Daniel Harvey, je pense. Ils vont avoir une nouvelle académie de hockey qui va être... Daniel! T'es vu où, les chaises? Excuse-nous, Martin. Pas de problème. Alors donc, Red Bull a déjà une académie de hockey à Salzbourg, en Autriche, qui est très innovante depuis une dizaine d'années. Là, c'est un campus exceptionnel où on développe des joueurs de foot et des joueurs de hockey avec des installations ultra modernes, personnel ultra qualifié. Et c'est cette académie-là qui développe les joueurs, les jeunes joueurs. Ils développent des joueurs à partir de l'âge de 14 ans, si ma mémoire est bonne. Et ce sont les joueurs qui viennent de là, qui sont développés par le Red Bull de Munich. Et là, ils vont avoir leur propre académie. Quand le nouvel amphithéâtre va arriver, ils vont avoir aussi leur académie à Munich. Et c'est à ce moment-là que Pierre Allard envisage de devenir entraîneur en chef et de poursuivre son développement. Mais c'est vraiment un des personnages, moi je trouve que c'est un des gars les plus intéressants dans le monde du hockey. Des pédigrés comme ça, il y en a plein d'autres. Et tu sais, il me racontait hier qu'il est en train de il prend des leçons d'allemand 3 fois par semaine. Il commence à être capable de soutenir des conversations en allemand. Il regarde les nouvelles en allemand, la météo, tout ça. Et tu sais, ça montre une curiosité intellectuelle extraordinaire, mais ce gars-là a un bagage de connaissances et peut-être que dans 4-5 ans, on va le voir à un moment donné, qu'il y a une équipe qui va lui faire un pont d'or pour l'amener comme entraîneur en chef ou simplement il va faire quelque chose de spécial dans le monde du hockey parce qu'il y a vraiment un bagage de connaissances qui est très riche. Mais est-ce que tu sais pourquoi il est allé en Europe? C'est pas quelque chose qu'il aurait pu faire ici? Il trouvait que ça avait, pour se développer comme entraîneur, par exemple, choisir d'aller adjoint dans la Ligue américaine, ça n'aurait pas été une bonne voie parce que le volume de match est trop élevé. Parce que donc, puis Munich versus Springfield. C'est ça. Puis il avait déjà joué en Europe. Il avait déjà vécu comme joueur en Europe. Alors, il savait que le rythme de vie est intéressant. Tu dors à la maison tout le temps. Tu peux partir. Tu as une journée de congé. Tu peux partir avec ta femme puis
aller en Italie Oui, ou aller dans... Comment ça s'appelle la C'est place? plate, ça. Paris. Une ville de laiderons. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est intéressant. Puis le centre d'entraînement, de développement de Salzbourg, c'est uniquement pour le Red Bull de Munich? C'est tous des joueurs affiliés? Il y a deux... L'Académie de Salzbourg, présentement, alimente 2 équipes. Il y a une équipe professionnelle là, autrichienne et le Red Bull de Munich qui sont... Reinbacher, il sort pas de là, le défenseur David Reinbacher, qui est le mieux classé pour le prochain repêchage. Mais je sais pas si c'est un Autrichien, c'est pour ça. Mais ça se peut, mais ils jouent en Suisse, donc ça n'a peut-être pas rapport. Mais les Allemands développent, parce qu'ils ont ce genre de programme de développement-là qui existe, et aussi l'obligation de faire jouer au moins 3 jeunes de moins de 23 ans à chaque match dans leur première division, fait en sorte que au cours des dernières années, on commence à développer des joueurs des joueurs assez qui ont de l'impact, là, qui atteignent la Ligue nationale ou qui sont bons sur la scène internationale. Et Pierre Allard était responsable des défenseurs cette année, puis il me disait qu'il y a un de ces jeunes, d'ailleurs, qui s'appelle Maximilian Zuber, qui devrait arriver dans la Ligue américaine avec l'organisation des Coyotes de l'Arizona. Donc, je trouve ça très intéressant comme parcours professionnel. Il n'a pas voulu non plus cracher dans la soupe, là, parce que moi aussi, je lui avais parlé, je pense que c'était en janvier ou en février, sur les blessures et tout, puis il avait vanté Adam Douglas, qui est là comme nouveau directeur de sciences et du sport. Non, mais depuis qu'on a parlé avec Brandon, on le sait là, que c'est pas de la faute de l'équipe médicale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lacune, mais... On a erré, on s'en excuse. On sait qu'il y a d'autres... J'en ai pas trop parlé j'en ai pas parlé dans mon texte, mais on en a parlé un peu ensemble, puis on s'entend là, que quand tu as 600 ou 700 matchs ratés en 2 saisons consécutives, il faut que tu t'assoies pour... Oui, absolument. Pour tu retournes toutes les pierres. Et là, je parle pas juste des pierres alors. Toutes les pierres. Ça, c'est bon. Mais il a souligné, on en a parlé ensemble tous les 3 déjà, mais il a dit il faut arriver à protéger les joueurs contre eux-mêmes. Gorton a dit exactement la même chose. Sans mettre un problème. Hey, Calgary va avoir un nouvel amphithéâtre. On parle pas de ça. Non? On peut. Mais là, c'est parce que là, il est quelle heure? Là? Non, mais 850 millions de fonds publics. Bon, écoute, Martin, te souviens-tu quand on était jeune, dans la foulée du financement du Colisée à Québec? Je sais pas si tu te souviens. Quand on était jeune. Le Colisée ou le centre Vidéotron? Oui, c'est ça. Le nouvel Arena de Québec. Oui. La place où ce que Metallica joue. Oui. Bon. La résidence. C'est comme ça, oui. Le centre Pierre. Comment il s'appelle notre gars du livre? Daniel Harvey. Voilà. On va arrêter d'en parler parce que t'es pas obligé de mettre le bruit à chaque fois qu'on en parle. Tu déchirais ta chemise par rapport au financement public, puis j'étais comme, voyons, de toute façon, là, que le gouvernement mette l'argent là ou ailleurs. C'était épouvantable. Mais j'ai changé, Martin. Ça me scandalise, moi aussi. Ouais, là, je trouve pas ça drôle. Le projet d'1,2 milliard. 350 millions vient de Calgary Sports and Entertainment. Puis encore là, c'est pas 350 millions déposés sur la table. Là. Ils vont payer ça pendant 35 ans à 17 millions par année. Là. C'est comme s'ils payaient un loyer. Ça, c'est super. 550 millions de la ville. Ça, c'est du beau capitalisme. 300 de la province. Et dans une province où, justement, on fait nos choux gras de l'entreprise privée. Puis c'est la province la plus à droite au Canada. Et les Flames appartiennent à des magnats du pétrole albertains. Mais à droite, mais quand c'est question de nos Flames... C'est ça, exactement. Alors, il y a une droite qui a tendance à être à géométrie variable. Murray Edwards, le propriétaire de contrôle, l'actionnaire de contrôle des Flames, est un des hommes les plus riches au monde. Quand les impôts provinciaux ont été élevés en Alberta, il est déménagé en Europe. Son domicile principal est en Suisse. Ça, je ne le dis pas à Paris, par exemple. Alors, il est déménagé à Paris. Il était mal renseigné. 75% d'impôts. C'est absolument épouvantable. C'est dégueulasse. Ouais, non, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Mais en même temps, je vais peut-être avoir moins peur de mourir dans l'ascenseur du Saddle Dome. Puis Martin Maguire sera plus obligé d'avoir les yeux bandés pour traverser jusqu'à son boot au-dessus de la passerelle. Excuse-moi, Martin, je ne sais pas s'il m'écoute. Là. Il voulait pas que il voulait peut-être pas que je dévoile cette vulnérabilité-là. Oui, Danny était obligé de le guider parce que... il fait un petit peu de vertige. Non, mais Martin, je suis sûr qu'il le dirait, mais je pense que je l'ai déjà entendu en parlant en ondes. Mais oui, il y a le vertige. Puis
quand tu arrives sur la passerelle de presse, il y a le côté de la presse écrite, les journalistes, tout ça, puis tu as les studios, les booths des diffuseurs qui sont de l'autre côté, puis il faut que tu traverses une passerelle chambranlante sur un 2x4. Il y a du début des années 80 qui grince puis qui bouge un peu en vieux fer forgé, rouillé, puis tu vois en dessous... Parce que c'est pas complètement fermé. Tu toute la glace? Tu traverses d'un bord à l'autre de l'amphithéâtre pour aller t'installer dans le bout. Fait que Danny, t'es comme obligé de le prendre par la main, puis Martin, il regardait fixement droit mais droit pour devant vrai, lui. Fait que si t'as le vertige... Moi, j'aurais besoin, là. Est-ce que vous me guideriez? Ah, bien J'aurais sûr. besoin. Ah, Parce bien que- sûr. Mais je pense que tu n'en aurais plus besoin grâce Grâce à la ville au de gouvernement Calgary. de l'Alberta. Ouais, le Bravo. gouvernement, voilà. Bravo au gouvernement de l'Alberta. Et le pétrole, ça achève. Hein, donc, je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver tout cet argent-là, mais bon. Donc, c'est ça. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas. Ça fait peut-être 2 heures qu'on enregistre. 16h moins 10. Ça a été 90 minutes de pur bonheur. Comment vous avez trouvé ça, nos nouvelles? C'était le fun. Mais on avait Moi, du je stock, pensais, par exemple. On avait du stock là, aujourd'hui. Contrairement aux autres C'est ça. où est-ce qu'on Le- fait juste du remplissage. Exact. Là, Ouais, on a parlé c'était pour bon. dire quelque chose. C'était bon, ouais. Moi, je pensais qu'on aurait plus chaud. Pas super. On est bien. Mais c'est sûr que moi, j'ai un polar. Fait que ça Un beau polar. ça aide Mais pas. Mais c'est d'ailleurs- pas le mien, donc c'est pas mon problème si j'ai sué dedans. Moi, je songe à faire le prochain balado en camisole, honnêtement. Bon, mais c'est correct. Vous arrangez ça, votre Et mur on verra. noir. On verra jusqu'où tout ça ira. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. On peut te lire, te voir et t'entendre sur toutes nos plateformes. Merci infiniment de ta présence. Un plaisir, un pur bonheur, messieurs. 90 minutes de plaisir. Et Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Puis honnêtement, là, J'essaie de faire ça. C'était le fun aujourd'hui. Oui, OK, mais tu Mais non, es-tu mais fâché ça- contre moi? As-tu quelque chose à me dire? Non, mais c'était le fun aujourd'hui. Puis, je suis très susceptible. Je vois ça. Mais non. On peut te lire, te voir, toi aussi, et t'entendre sur toutes nos plateformes. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin et toute son équipe de production. Non, mais pour vrai, bravo. Est-ce que ça s'est bien passé? Êtes-vous content? Je pense qu'ils étaient 18 à l'équipe. Ouais, il y Ben avait là, du c'était une monde, quand première. même. Ouais. Oui, mais c'est correct. Ça s'est bien Merci à passé. tous. Je vois des pouces. OK. Ben, parfait. Il y a des pouces. Moi, je m'appelle Alexandre Coupal. Hein. Puis, passez une bonne semaine. Puis, on sera en deuxième ronde. On va être en deuxième ronde la semaine prochaine. Ben oui. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.